tu aides à la guérison de beaucoup de personnes. D'ailleurs, même le salut, la guérison, c'est un pont du salut. Et c'est intéressant parce que dans le livre Les 12 portes d'influence, quand le pasteur parle de la porte de la santé, il dit que la richesse d'une nation, c'est avant tout les hommes et les femmes qui la constituent. Une population qui est malade aura un impact négatif sur tous les autres aspects de la nation. Le gros piège avec nous, les médecins, nous les scientifiques, c'est que souvent on croit qu'on connaît tout. Wow. Nous, en tant que médecins, on se limite à l'aspect physique du patient, alors qu'on ne doit pas s'arrêter au côté physique. C'est de trouver vraiment le moyen pour chaque médecin de pouvoir aller au-delà du physique. Chaque homme dans sa destinée a une posture, a une position d'influence. Certains d'entre vous sont appelés à bénir et influencer le quartier, le pays, les nations. Lorsque Dieu veut faire rentrer des projets sur la terre, il se sert des hommes. Il leur envoie des idées, il leur envoie des réponses. Il sème en eux de la parole, des idées, des inspirations. Et les hommes sur la terre enfantent les solutions, les bébés de Dieu. Donc tu as une piste d'atterrissage et tu as un point d'intérêt pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'a mené sur la terre pour être une réponse. Si les objets inanimés existent pour un but, si chaque détail de la nature existe pour un but, à plus forte raison toi. Dieu t'a créé pour un but. C'est-à-dire que Dieu t'a créé de manière intentionnelle. Chacun d'entre vous transporte un dessin. Même si nous sommes 8 milliards, tu transportes quelque chose. Même si tout semble te faire croire que tu n'as rien à apporter sur la terre, tu as quelque chose à apporter sur la terre. Tu es né peut-être dans des conditions difficiles ou faciles, peu importe. Mais tu dois enfanter le but de ta vie. L'enfantement de la destinée, c'est la raison d'être d'une vie. C'est le trésor de ta vie. Quand tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée, tu n'es pas épanoui. La santé est bien plus qu'un diagnostic. La santé, c'est nous, c'est les âmes, c'est le corps. Et aujourd'hui, je reçois une professionnelle de la santé qui aujourd'hui va prendre un temps avec nous pour nous parler de ce qu'elle fait, de cette porte d'influence qu'elle développe depuis aujourd'hui des années. Et une chose qui est très importante qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a une vocation dans ce domaine-là et sa résilience, mais surtout son influence. Et ce qui nous intéresse à nous aussi, à vous, les téléspectateurs qui nous avons aujourd'hui dans cet épisode de influent dans ce nouveau décor que nous avons en ce jour. Donc, je veux parler avec vous de la santé, mais surtout de la porte d'influence de la santé avec le docteur Béni Akré Dembélé, qui est notre invité aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Bienvenue Amen. sur Influent, le podcast. Amen. Merci Sorel. Bienvenue. Alors, comment tu vas? Je vais très bien et toi? C'est la première fois que tu vas être avec nous sur un plateau de podcast. Oui, sur ce plateau. Mais ce n'est pas la dernière, certainement. Oh, j'espère bien. Mais tu fais déjà des vidéos depuis longtemps, donc c'est normal. De temps en temps. Alors, quand j'ai pensé à toi, c'est parce qu'on s'était rencontrés un jour, on était en croisade, il y a quelques années au Libéria, où tu es venu, comme dans les consultations foraines, que le message de vie fait souvent. Et extraordinairement, vraiment, j'ai été marquée par ton travail, l'amour que tu as pour les patients et surtout la dévotion. C'est vraiment que c'est une vocation pour toi d'être docteur. Donc, je vais parler un peu de ton parcours. Comment tu fais pour arriver à ce niveau de docteur en médecine? Oh, on va dire que c'est depuis l'école primaire, j'étais toujours passionnée par les sciences naturelles. Voilà, il y avait la littérature et tout, les mathématiques, mais moi j'aimais plus les sciences de la vie et de la terre. C'est que moi j'aimais pas. Moi j'aimais. Particulièrement lorsque ça concernait l'homme. Oui. Voilà, parce que la vie, il y a aussi la terre, il y a aussi la terre, le ciel, et tout ça. Mais moi, j'aimais tout ce qui est anatomie, biologie, tout ce qui touchait à l'homme. Wow. Et mes parents m'ont beaucoup encouragée dans ce sens. Je salue mon papa au passage, parce qu'il m'achetait des encyclopédies, voilà, des documents qui me permettaient d'explorer ce que j'aimais. Voilà. Après, il y a eu aussi le parcours classique, l'enseignement général, jusqu'en terminale, je crois, où j'ai rencontré un professeur d'SVT qui était extraordinaire. Ah bon? Je pense que c'est lui qui a provoqué le déclic. Et tous ceux que j'ai rencontrés là, ils étaient des... Ah, en tout cas, le mien, il était bien. Ah, ok. Pourquoi? Voilà. Donc, il savait tellement exprimer, tellement rendre ces sciences de la vie qu'il enseignait, qu'il a créé en moi, en fait, le déclic. Voilà. Le désir de faire ce qu'il faisait. Le désir de faire ce qu'il faisait, de comprendre. Il y avait déjà cette prédisposition, comme j'ai dit, j'aimais les sciences de la vie, mais lui, tel qu'il enseignait, ça me donnait envie d'en savoir plus.
Et je pense que c'est lui qui a provoqué on va dire, qui a mis l'étincelle ou bien la bûche qui a embrasé Depuis déjà le lycée. Depuis le lycée. D'accord. Mais c'est en terminale que j'ai pris la décision parce que je savais qu'après la terminale, il fallait s'orienter. Voilà, donc c'est là que j'ai dit à papa que je veux faire la médecine. Et c'est là que tu as commencé à l'université? J'ai commencé à l'université. J'avais le choix entre chimie, biologie, géologie et puis la médecine. Mais j'ai aimé la médecine parce que je voulais travailler sur l'homme. Pourquoi l'homme? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en l'homme? On va dire, sur le coup, en terminale, je ne pouvais pas répondre à cette question. Mais cette question-là, je peux maintenant y répondre, on va dire depuis quelques années, lorsque j'ai pris le temps de faire une introspection. D'accord. Voilà, pour demander au Seigneur pourquoi il a voulu que je fasse la médecine. Sinon, avant, c'est comme si je suivais juste un instinct intérieur. Mais si j'ai pu répondre à la question il y a juste quelques années, voilà, où j'ai compris que le fait de travailler sur l'homme, c'est un peu comme si nous sommes le prolongement de la main de Dieu sur les hommes. Yes. OK. Voilà. Pour moi, spécifiquement, c'est un peu cette compréhension que le Seigneur m'a donnée. D'accord. Il m'a dit, quand tu entends de parler à quelqu'un, c'est comme si tu me prolonges envers cette personne pour sa guérison. D'accord. Et Et depuis, tu guéris. Tu aides à la guérison de beaucoup de personnes. D'ailleurs, même le salut, la guérison, c'est un pan du salut. Oui. C'est un pan du salut. Guérison, salut, guérison, délivrance, les deux qui forment le salut. D'accord. Donc, en réalité, la guérison plus la délivrance qui forment le salut d'une âme. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que toi, tu as eu maintenant une vocation à t'occuper du corps, mais aussi après de l'âme de la personne. De l'âme de la personne. Et c'est extraordinaire parce que dans le livre Les 12 portes d'influence, quand le pasteur parle de la porte de la santé, il dit que la richesse d'une nation, c'est avant tout les hommes et les femmes qui la constituent. Une population qui est malade aura un impact négatif sur tous les autres aspects de la nation. Ça, c'est vrai. Il veut dire que le travail que vous, en tant que médecin, vous faites est un travail très important pour la guérison de la nation, mais aussi pour la destinée de la nation. C'est vrai. Mais je vais te parler de ça par rapport, par exemple, aux croisades que tu as faites. Tu as fait plusieurs croisades. Oui. Tu es allé dans les CJS, les campagnes Jésus Saut, les campagnes... Il y avait Impact Nation. Oui. Mais qu'est-ce que tu as vu qui a peut-être changé l'aspect ce que tu avais d'abord avant, ou bien qui changé ta façon de voir ton travail? J'avoue que les consultations au cours des campagnes sont très différentes de ce qui est dans les hôpitaux normaux. Des consultations classiques qu'on fait au cabinet. C'est très différent parce que là-bas, tu es au contact puisqu'on fait le plus souvent en milieu rural et en milieu défavorisé. Donc, tu es en contact vraiment d'une forme de misère, mais ça te fait prendre une autre conscience de ton travail. On va dire dans la ville ou bien en milieu urbain, comme c'est le cas actuellement, le patient, il a les moyens de s'offrir ce qu'il veut. Souvent, il y en a qui sont un peu suffisants. Ils peuvent se permettre de ne pas appliquer les consignes du médecin. Puis c'est leur vie, quoi. C'est leur vie, Mais le pauvre paysan ou bien la ménagère, la maman qui est au village, qui a porté peut-être une tumeur depuis des années, qui aimerait tellement qu'on puisse l'enlever, mais qui n'a par faute de moyens ou de connaissances, n'a pas pu retirer cette tumeur, qui a vécu avec ça pendant des années. Quand tu es en face d'elle, tu as forcément une autre réaction. Ah oui, ça, et ça te fait prendre conscience et être reconnaissant de la grâce de Dieu envers toi. Qui est en bonne santé. Qui est en bonne santé. Et qui a les moyens de pouvoir t'offrir quand même une santé raisonnable. C'est ça. Moi, je me souviens au Libéria, c'est cette femme-là. Vraiment, ça m'a marqué. Cette maman, je crois qu'elle a fait plus de 7 à 8 enfants. Et elle a, au fil des grossesses, elle a eu tous les appareils génitaux qui se sont extériorisés. C'est-à-dire que c'est sorti d'elle. On appelle ça chez nous un prolapsus. Et n'ayant pas les moyens, elle a vécu avec ça pendant des années. Vous voyez, comme c'est dégradant pour une femme, c'est son intimité. Mais bon, et on est venu la trouver comme ça. Et moi, vraiment, quand je discutais avec elle, la pensée qui me revenait, c'était, tu vois, il faut être reconnaissante. Il faut être reconnaissante de ce que vous avez, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'offrir ce que vous avez. Vous avez. En donnant la vie, elle s'est retrouvée comme ça. Ça, c'est une anecdote que tu as vécue vraiment. Est-ce qu'il y a un point que tu as peut-être eu dans les croisades où vous n'étiez pas capable, vous les médecins, de soigner le problème que vous avez détecté chez un patient?
Même quand je prends par exemple le cas de cette dame, oui, sur le coup, moi j'étais là pour des consultations médicales. Ça, c'est vraiment un acte chirurgical qu'il fallait poser. Donc, je pense qu'on l'a mis dans un programme. Bon, après, c'est vrai, je n'ai pas cherché à voir la suite, mais je pense qu'on a dû la mettre dans un programme pour la prendre en charge après. Ok. Voilà. Mais moi, je me souviens aussi d'un cas que tu as consulté, d'un enfant qui avait une tumeur qui sortait de son ventre ou de sa poitrine, je ne me souviens plus. Et qui a eu une guérison, mais une guérison miraculeuse. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. si. Voilà, moi-même, ça m'a surpris dans toute ma logique scientifique et médicale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu le matin pendant la consultation qui a suscité cette émoi-là? Le matin, c'est un enfant qui vient en consultation avec sa maman. Sa maman d'une vingtaine d'années, qui se débrouille, qui s'est retrouvée enceinte, qui n'a pas les moyens, et tout. Le cas classique, quoi. Et elle me dit, mon enfant, il y a une boule dans son ventre. Wow. Donc, je touche, je palpe le ventre, je vois qu'en fait, c'est pas une boule, mais c'est le foie qui a pris du volume. Oh, wow. Voilà. Donc, une hépatomégalie, il faut chercher à savoir d'où est-ce qu'elle provient. Est-ce que déjà elle est aiguë ou elle est chronique? Ça veut dire, est-ce qu'elle a commencé récemment ou bien est-ce qu'elle évolue depuis plusieurs mois? Si c'est le cas, les hypothèses ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes. Donc, pour pouvoir répondre à mes questions, j'ai prescrit une série d'examens qu'elle devait faire. La dame a commencé à pleurer. Oh mon Dieu. Ah, docteur, où je vais trouver l'argent pour faire tous ces examens? Et puis, dans le petit plateau technique qu'on avait apporté, il n'y avait pas aussi tous les moyens pour faire ces examens-là. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, nous, on est venus, c'est au nom de Jésus. Hein. Donc, viens le soir, il y a la croisade. Viens avec l'enfant, puis on va voir ce que Jésus va faire. Vous avez dit ça comme ça? Oui. C'est-à-dire que nous, en tant que médecins, on peut pas faire grand-chose parce que c'est un problème qui est plus élevé, ça coûte beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Elle montre qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir. Elle n'avait pas les moyens. Mais vous, en tant que médecin, vous lui dites, venez le soir parce que Jésus fera. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Waouh, ok. J'ai dit, viens le soir, on va prier, on va voir ce que Jésus va faire. De toute façon, nous, on est là. C'est au nom de Jésus. Donc, on verra. Et elle est venue. Bon, moi, j'étais occupée à d'autres tâches. Voilà, c'était au cours de la nuit. C'était la session des témoignages. On appelle tout le monde pour donner les témoignages. Et je vois mon petit garçon passer à la télé. Et donc, j'étais derrière, en train de m'occuper des autres patients. J'ai dit, mais c'est l'enfant que j'ai vu le matin. Donc, moi-même, le médecin, je cours maintenant pour aller devant. Pour témoigner que c'est moi-même qui ai reçu l'enfant. Effectivement, ça a disparu. Le foie est redevenu normal. C'était même pratiquement visible à la peau parce que c'était très enflé. Très hypertrophié, on va dire. Voilà. Oui, c'est mon français. Comme il n'est pas très gros, l'enfant n'est pas gros. Donc, on pouvait sentir même la masse quand tu effleures. Mais là, il n'y avait plus rien. La limite de la médecine. La limite de la médecine. Est-ce que tu as eu... Est-ce que dans je ne sais pas si il y a un moment dans ta logique de médecin, tu as eu à te battre avec cette logique-là, ou bien c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ton cœur, la foi que Dieu peut faire plus que nous, les médecins? Ou bien c'est quelque part tu as vécu quelque chose qui t'a dit, ok, c'est possible parce que Dieu peut le faire. Est-ce que ta foi a un jour été en conflit avec ta raison? Plusieurs fois même, hein. Plusieurs fois, parce que le gros piège avec nous, les médecins, nous, les scientifiques, c'est que souvent, on croit qu'on connaît tout. Waouh. On n'a pas la science. Mais oui, c'est un médecin qui dit ça. Non, mais... Et là, souvent, je fais des disputes avec mes collègues à ce sujet, parce que je leur dis, faites attention à la façon dont vous transmettez une information à un patient, parce que vous n'êtes pas Dieu. Oh, wow. Même si vous savez que, d'un point de vue médical, selon les connaissances actuelles, je dis actuelles parce qu'elles peuvent changer, et selon les connaissances actuelles, on dit ce monsieur doit partir dans 2 mois. Mais tu n'es pas Dieu. Non. Peut-être que demain, on peut avoir une autre connaissance. Il va dire que 2 mois, on peut faire ça pour prolonger, ou bien même pour le guérir totalement. Donc, il faut utiliser de la mesure dans ce que tu dis. Yeah. Voilà. Donc, oui, j'ai été confrontée à ce dilemme, la foi, la raison. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, au fond de moi, vraiment profondément, je crois que Dieu peut faire jusqu'à la fin. Waouh, extraordinaire. Donc, à la porte d'influence de la santé, en ce moment précis, les défis qui s'y trouvent, vous, en tant que médecin, et toi, médecin, en fait, qui sait que c'est une porte que tu dois influencer, quel est l'idéal même que tu poursuis à cette porte? L'idéal que je poursuis, on va dire, comment expliquer simplement? C'est venu par beaucoup d'observations.
Voilà. C'est vrai, je n'ai pas aussi une très grande expérience. On m'a dit, j'ai à peu près 6 ans de pratique médicale. Mais de ces 6 années, ce que j'ai observé, c'est que souvent, on se limite, nous en tant que médecins, on se limite à l'aspect physique du patient. Donc, quand le patient vient consulter, il présente un problème, une douleur, on va explorer la douleur du point de vue biologique, on va faire des bilans, des imageries si nécessaire, mais on ne va pas au-delà. Wow. Alors que, même quand on prend la définition de la santé selon l'OMS, l'OMS nous dit que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est un état de complet bien-être physique, ils ajoutent mental et social. Ok. Voilà. Mental et social. Donc, on ne doit pas s'arrêter au côté physique. Et je vous raconte à ce sujet une anecdote. Il y a une dame que j'ai reçue il y a environ, il y a longtemps, hein, ça devait être en 2018 comme ça. Elle était venue pour des douleurs aux articulations. On dit une maman, rhumatisme, comme on le dit. Voilà. Et elle était passée chez beaucoup de médecins, donc beaucoup de prescriptions d'anti-inflammatoires. Et elle est venue me voir toujours pour ses douleurs. Donc, en discutant avec elle, elle était venue vers midi, je m'apprêtais même à rentrer. Et puis, je voulais encore lui prescrire des anti-inflammatoires parce que je savais que c'est la seule chose qui a à faire chez elle. C'est la seule chose qui la soulage. Et puis, j'ai comme eu la conviction de la laisser parler. Ok. Donc, elle parlait, et puis j'ai été convaincue de lui demander, est-ce que tout va bien à la maison? Oh, wow. Donc, quand je lui ai demandé, maman, est-ce qu'à la maison ça va? Elle a fait une mimique, elle a dit, Quand elle a dit, oui, on peut creuser. Elle a dit, il était midi. Hein. Okay. Après son elle a parlé pendant plus de 3 heures. Waouh. Elle s'est vidée. Wow. Elle a commencé à expliquer ce que son mari lui fait. Ce qu'elle était première ou deuxième coépouse dans un foyer polygame. Voici ce que mon mari me fait. Voilà, j'arrive pas. Elle n'avait pas d'enfant et puis elle était un peu stigmatisée dans la maison et tout ça. Elle était super stressée, inquiète, malheureuse. Quand je l'écoutais, à certains moments, je voulais la couper. Mais j'étais vraiment conduite à l'écouter. Donc, je la laissais parler. Jusqu'à 15 heures, quand elle a fini, elle m'a dit, docteur, vraiment, depuis que je consulte, je n'ai jamais vu un médecin qui s'est assis pour m'écouter comme ça. Je t'assure, docteur, je suis venue avec mes douleurs, mais où je suis là, je ne ressens plus rien. Si tu veux, même je peux partir. Il faut rien me prescrire. Elle avait juste besoin d'être écoutée. Juste d'être écoutée. Waouh. Et je l'écoutais. Je ne parlais même pas, même quand je la laissais parler seulement. Okay. Voilà, donc elle m'a dit. Après, j'ai prescrit par principe. Mais en réalité, cette maman, elle avait besoin d'être écoutée parce qu'elle était, on va dire, émotionnellement chargée. Waouh. Voilà. Et ça l'a apaisée. Bon, après, elle allait bien. En général, les patients, quand ils vont bien, ils ne reviennent plus. Mais c'est une petite anecdote pour dire que le défi actuel de la médecine, c'est ça, pour ma part, c'est de trouver vraiment le moyen pour chaque médecin de pouvoir aller au-delà du physique dans sa pratique. C'est très important. Et moi, je m'évertue depuis ces petites années à pratiquer de cette façon. Wow. Mais c'est tellement extraordinaire parce que tu parles de plusieurs aspects dans la médecine. L'aspect émotionnel, l'aspect physique, l'aspect mental. Même social. Les relations. Les relations. Wow. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les relations? Oui, mais là, j'ai expliqué un cas pratique. La dame, elle avait des problèmes conjugaux, mais qui lui provoquaient des douleurs. En fait, tout part du stress. Quand quelqu'un est stressé, le stress, à lui seul, vous le savez, il est inducteur de beaucoup de maladies. Il entraîne dans le corps une inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, elle va léser à bas bruit tous les organes. Wow. C'est ce qui se passe. Petit à petit. Petit à petit. Donc le stress chronique, maintenant, qu'est-ce qui peut provoquer le stress? Tout peut provoquer du stress. Tout provoque du stress. Des pertes, des coups durs. Mauvaise gestion, enfin des émotions au quotidien. Donc des conflits. Conflits avec des collègues, des proches. Et tout ça, ça provoque du stress. La peur du lendemain, ça provoque du stress. Donc vous voyez que l'exercice de la médecine, ça va au-delà. Okay. Quelqu'un peut venir avec sa maladie actuelle, mais tu vas lui prescrire un médicament, ça va traiter la maladie. Mais qu'est-ce qui le stresse? Qui fait qu'il est inquiet. C'est ça. Il y a une source plus profonde. Il faut aller plus loin. My God. C'est tellement fort. Et c'est tellement profond. Donc, et moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est une porte vraiment, comme le pasteur dit, tellement important parce que la nation entière dépend de la santé de ses habitants. De la santé.
Et c'est important d'avoir les bonnes personnes qui font ce travail-là. Tout à fait. À cette porte-là. Parce que moi, je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la médecine, mais ce n'est pas vraiment une vocation pour eux. Ça, c'est vrai. Ils ne s'inquiètent pas vraiment du sort de ceux qu'ils consultent. Ça, c'est Ils vrai. s'inquiètent plus de leur le gain propre... financier. Ouais. Et c'est assez difficile parce qu'à la fin, on a des médecins qui ne sont pas très dévoués par leur travail et des gens qui meurent. Ouais. Qui meurent C'est pour vrai. rien et tout ça. Donc, vraiment, est-ce que toi, tu es souvent stressée? Oui, souvent. Ça Comment arrive. tu gères le stress au travail? Oh. Bon, au début de ma vie professionnelle, j'avais beaucoup de mal à gérer mon stress. Ok. Et j'ai vu que ça me détruisait. Wow. C'est là que j'ai commencé à réfléchir, à trouver des petites astuces, des petites pratiques. Le qui me stress, c'était font du causé bien. par quoi? Oh, mais par les sollicitations. Oui, le Un médecin travail. est beaucoup sollicité. Oui. Au téléphone, on t'appelle, par WhatsApp, on te sollicite. Oui. Au travail, mais les patients de maintenant ne sont plus très patients. C'est vrai, Ils sont les plus patients qui ne sont pas patients. Ils sont plus patients. Ils veulent tous être traités en même temps, tout de suite. Rapidement, Vraiment. docteur, Donc, docteur. Voilà, les urgences aussi qui viennent. Et puis moi qui ai un poste de responsabilité avec tout ce qui va avec, la gestion de l'équipe, la résolution des conflits, tout ça. Donc il faut pouvoir tout gérer Avec la fatigue. avec la fatigue. Et puis Ok. à toi-même aussi tes préoccupations besoins. personnelles. Tu as parce une que famille. Tu as une famille, Ouais. tu as un époux, tu as des parents. Voilà. Donc c'est tout ça. Mais bien sûr, ça génère du stress. Ok. Bon, donc j'ai dû développer des petites techniques. Ok. Bon, Une technique. Peut-être personnalisée. Alors, une technique, moi, j'appelle les micro-pauses. Ok. Là, c'est le nom que j'ai donné. Uh-huh. Vous n'allez peut-être pas trouver. Donc, je fais 5 minutes de pause toutes les 2 heures. Oh, wow. 5 minutes, juste 5 minutes, toutes les 2 heures de Tu temps. arrêtes tout. J'arrête tout. Je débranche mon combiné, je Uh-huh. mets mon téléphone sur silence et puis je respire Tu respires. profondément. Non, je l'adopte tout de suite. Et ça fonctionne. Wow. Et comme je suis chrétienne, je fais ça en priant, par exemple. Oh, wow. Mais beaucoup des prières de gratitude. Ok. Action Voilà, de grâce. Voilà, Ok. action de grâce. C'est pas au cours de ces moments-là que je fais des intercessions, en tout cas. Mais ça, c'est un autre volet. Un autre temps. Ça, c'est plus des actions de grâce. Voilà, je respire. Et puis, je peux écouter de la musique, un fond musical. Au cours de ces 5 minutes, dès que c'est fini, je reprends mon boulot. Magnifique. Voilà. Quel Et ça excellent, marche. quel excellent truc. Je Ça pense que marche. moi, je pense que j'ai besoin de ça. Ah, tu peux l'adopter. Donc, je vais hein. adopter ça tout de suite. Maintenant, à quelqu'un qui vraiment, qui travaille et qui fonctionne régulièrement dans un environnement de stress, qu'est-ce que toi, en tant que médecin, tu peux conseiller pour qu'il ne tombe pas malade? Ce que je peux lui conseiller, il faut déjà qu'il apprenne à relativiser. Ok. C'est pas toutes les sollicitations qui viennent vers toi qu'il faut traiter en même temps. Mm. Et le monde ne s'arrêtera pas de tourner si tu n'as pas tout traité avant de rentrer. Et ça, c'était aussi une erreur que je commettais. Oui. Et je voulais surtout les personnes qui ont un sens de responsabilité élevé. Il y a des gens qui s'en foutent. Hein. Ouais. Ils n'ont pas fait, eux, ils s'en foutent. Mais il y en a qui sont très responsables. naturellement responsables. Oui. Ils ont ce problème-là. Donc, le monde ne s'arrêtera pas. Et c'est là que l'importance de la grâce de Dieu intervient. Parce que je n'ai pas pu faire, mais je te rends grâce parce que je sais que, Seigneur, rien ne va arriver si je n'ai pas. Ok. Voilà, donc c'est ce petit sens-là que moi je recommande à mes collègues parce que souvent en tant que médecin, comme on s'occupe des hommes justement, on se mouille trop. C'est bien de se mouiller, mais il faut savoir aussi que si tu n'as pas pu, Dieu va faire le reste. Amen. Au moins tu sais que tu as donné tout ce que tu Tu as pouvais. fait ce que tu pouvais. À l'esprit tranquille. Ah, excellent. J'aime Donc, trop. il faut relativiser. C'est bon. Il faut relativiser. Relativiser. Relativisons, les frères. Relativisons. Parce que tu n'es pas Dieu. Et de toute façon, dès que tu vas partir, quelqu'un d'autre doit prendre ta place. C'est tout. Relativise. Ah, si tu es tombé là, les mêmes patients, là, ils vont trouver un autre médecin. Oui, c'est vrai, les mêmes patients qui ne juraient que par toi. Le même jour, on dit tu es malade là. Tu vas voir. Je t'assure. Alors, regarde un peu les défis. Par exemple, on a parlé de quelques problèmes, mais quel est le plus grand défi pour toi du système de santé aujourd'hui? Le plus grand défi du système de santé, pour moi, déjà, je tiens à saluer tous les efforts qui sont faits. Yeah. Voilà, ça c'est important. Parce que pas que on dit tous les efforts qui sont faits par nos autorités en termes d'infrastructures, en termes de formation du personnel, ça c'est génial. Mais pour moi, un défi reste encore à relever, c'est la formation de la population, l'éducation de la population en matière d'hygiène de vie, de mode de vie. Voilà. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un,
de manger seulement 25% de glucides dans son repas, mais c'est nouveau, c'est inconcevable. Wow. Parce que culturellement, c'est inacceptable. 25%, c'est-à-dire ton assiette, c'est juste le quart de ton assiette qui représente ta portion de riz. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire le quart de ton assiette, c'est la portion de riz. Qui est là, ou d'atchéké ou de foutou. Lui, il a besoin que ce soit... Lui veut remplir son foutou bien dodu avec... Voilà, donc pour lui, c'est culturellement inconcevable. Mais pourtant, trop de glucides, c'est pas bon pour la santé. Wow. Voilà, donc c'est l'information. Il faut la former communication pour le changement. Former la communauté. Voilà, mais plus la communication, pas seulement sur les maladies, mais sur le mode de vie. Donc ça inclut l'alimentation, l'activité sportive, la gestion même du stress, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et pour moi, c'est l'un des défis actuels. Yes. Oui. Si on réussit à faire ça, à trouver des canaux, et nous, professionnels de santé, nous sommes au devant même de cette communication. Si on réussit à faire ça, chaque patient qui vient, ou bien en tout cas trouver des canaux pour informer la population, jusqu'à ce que ça rentre dans les mœurs, je pense qu'on aura gagné. On aura gagné. Waouh. Oui. Il faut que comme tu me dis là, on note les frères manger 25% des glucides. 25% de glucides. 50% de fruits et légumes crus. 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 Wow. C'est-à-dire de crudités, de salade, enfin salade de fruits, tout ce qui est cru. Et des fruits. Des fruits. Et des fruits. Alors vraiment, moi je pense que l'une des avancées les plus extraordinaires dans la technologie, dans le développement de la modernité que l'homme a, la tangente que l'homme a prise, c'est dans la médecine aussi. On soigne des maladies aujourd'hui qu'on ne connaissait même pas il y a 50 ans. Et aujourd'hui, vous soignez ces choses-là comme ça. Il y a un médicament pour presque tout aujourd'hui. Bon, maintenant aussi, il y a beaucoup plus d'innovation, ce qui est très intéressant. Mais comment est-ce que toi, tu vois, quelle est ta vision de l'avenir de la médecine dans 50 ans? Dans 50 ans Peut-être moins, 10, 20. Pour moi, dans 50 ans, bon, ouais, peut-être moins, parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. En fait, pour moi, l'avenir de la médecine sera beaucoup guidé par les comportements même des patients, des personnes. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus à la recherche de méthodes qui sont moins nocives pour pouvoir garantir leur santé. Les gens sont de plus en plus contre les ordonnances kilométriques. Ils recherchent des solutions naturelles et accessibles. Voilà, donc ça s'impose. Ça s'impose. Donc pour moi, l'avenir de la médecine, ça sera une médecine qui revient au naturel, qui revient aux méthodes simples, moins synthétiques, qui sont plus physiologiques, qui sont plus respectueuses du corps. Oh, wow. Voilà. Wow. Donc, la science fait son travail. On découvre de plus en plus de nouveaux remèdes. Mais quels que soient les remèdes trouvés, pour moi, à un moment donné, c'est le retour au naturel qui va s'imposer. Parce que les patients sont de moins en moins naïfs. Oh, wow. Ils font beaucoup de recherches. Et quand ils viennent même, ils connaissent déjà la maladie qu'ils ont. Ils connaissent déjà. Quand tu leur prescris quelque chose, « Ah, mais docteur, j'ai vu ça quelque part, j'ai vu qu'il y a tel fruit, qu'est-ce que tu en penses ?» Et si toi-même, le médecin, tu n'étais pas informé, tu ne pourras pas lui répondre. Et puis, il va partir comme ça, soit il change de médecin. Voilà, donc l'avenir de la médecine ne se fera pas en dehors du retour à ce qui est naturel, ce qui est sain, ce qui est plus simple et plus acceptable pour le corps. Voilà. Bon, bien sûr, je ne rejette pas tout ce qui est médicamenteux, mais je pense que l'intégration des techniques alternatives et complémentaires va s'imposer de plus en plus. Voilà. Quand vous observez aujourd'hui les patients qui ont des maladies chroniques, qui sont traités depuis plusieurs années, qui abandonnent leur traitement, les études ont montré qu'ils abandonnent le traitement parce qu'ils sont fatigués des effets secondaires de ce traitement sur eux. Wow. Et ils sont allés rechercher des solutions plus naturelles. Voilà. Donc, moi, l'avenir, c'est ça. Wow. Puisque aujourd'hui, les maladies les plus répandues, ce sont les maladies chroniques. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, forcément, il faut qu'on recherche à intégrer ces techniques-là dans la médecine de demain. C'est déjà en train d'être fait. C'est vrai qu'il y a un peu de réticence, surtout au niveau du personnel de santé. Mais parlons même de ça, en fait. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, je pense que c'est le manque de connaissances. Ah, ok. Voilà, c'est le manque de connaissances. Bon, moi, quand j'étais étudiante en médecine, on ne m'a pas appris
la naturothérapie. Ça fait même pas partie des modules. Wow. Bon, en tout cas, à mon temps, hein, maintenant, peut-être maintenant, ça va être intégré. Mais on n'a pas appris la naturothérapie, même la nutrition, pas vraiment. C'était juste quelques cours comme ça, mais c'était pas un module de nutrition à part où on apprend les bases de comment bien s'alimenter. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont en train de s'imposer. Donc, il y a beaucoup de réticences actuellement parce que les médecins de notre génération n'ont pas eu ça dans leur base de formation. Et s'il n'a pas volontairement, il n'est pas volontairement allé chercher, il ne saura pas. D'accord. Voilà. En général, quand on ne connaît pas quelque chose, tout de suite, on a tendance à repousser. À repousser, généralement, oui. L'inconnu n'est pas très intéressant voilà. pour nous. Pourtant, c'est quelque chose qui... Ok. Mais toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'intéresses autant à la nutrition? Parce que maintenant, tu es devenu... Moi, je regarde ce que tu fais. Tu es dans la médecine nutritionnelle. Tu conseilles beaucoup de tes patients à bien s'alimenter. Tu as des programmes nutritionnels. Tu as conçu de façon personnalisée un projet de nutritionnel pour tes patients. Et ça fonctionne, ça marche. Ils sont très satisfaits. Qu'est-ce qui t'a amené à laisser un peu le volet médicamenteux pour pouvoir aider tes patients dans ce sens-là? Bon, j'avoue que je n'ai pas laissé, hein. Je suis médecin quand même. Toujours médecin, c'est clair. Donc, je fais, mais à vrai dire, ce n'est pas la médecine nutritionnelle. J'étudie la médecine intégrative. Oh, intégrative. Voilà. En fait, la médecine nutritionnelle fait partie de la médecine intégrative. D'accord. Donc, pour expliquer un peu, la médecine intégrative, c'est la médecine qui allie toutes les techniques alternatives et complémentaires à la médecine conventionnelle, mais qui participent au bien-être du patient. Donc, comme j'ai pris le cas tout à l'heure d'un patient, je prends peut-être qui a une hypertension artérielle ou un diabète. Donc, il a déjà son traitement médicamenteux, mais ce patient-là, il aura besoin peut-être d'autres méthodes, peut-être par la nutrition, par la gestion du stress, pour pouvoir accepter la maladie, pour pouvoir, on va dire, ne pas culpabiliser. Il y a des personnes qui culpabilisent après l'annonce d'un diagnostic. Ouais. Mais ce genre de personnes doivent être prises en charge psychologiquement. Donc, la psychothérapie fait partie de la médecine intégrative, par exemple. Donc, c'est toutes les techniques complémentaires qui accompagnent la médecine conventionnelle. C'est ce que j'apprends. Wow. Donc, c'est vrai que je me suis basée, un peu focalisée sur la nutrition ces jours-ci. Vous allez voir, plus tard, ça peut changer. D'accord. C'est parce que j'ai senti qu'il y avait même besoin d'apprendre aux gens les bases de nutrition. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Les gens sont de moins en moins malades? En tout cas, il y a des patients que j'ai suivis, à qui j'ai donné ces conseils, qui se sont sentis beaucoup mieux après. Wow. Peut-être aller sur le volet du pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de maladies? Pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus malade? Pourquoi il y a des maladies de plus en plus bizarres? C'est-à-dire, pourquoi cette évolution aussi dans le côté maladies rares, maladies bizarres, maladies de plus en plus infectieuses, maladies qui tuent? Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Encore une fois, le mode de vie. Aïe, 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 aïe. On ne vit pas bien. En tout cas, on vit moins bien qu'en 1950. On ne mange pas bien. Avec les anglo-saxons disent la malbouffe. On mange mal. Fast food. Fast food. On a fini par croire même qu'aller au resto manger du fast food, c'est cool. C'est bien. On fait des sorties avec les enfants pour aller manger du fast food. On paye de l'argent pour aller se rendre malade. Vous voyez le truc, non? Ça passe, c'est devenu conventionnel maintenant. Pourtant, c'est pas bien. On préfère offrir des biscuits aux enfants qu'une pomme pour aller à l'école. C'est vrai. Vous voyez, non? Des bonbons. On préfère offrir des bonbons. Quand ils sont contents, on leur offre des bonbons. Quand ils sont sages, on leur donne des bonbons. Au lieu de leur donner des fruits, par exemple, des jus de fruits. C'est ça. C'est ça l'origine. Le mode de vie a changé. On ne mange plus bien, on ne bouge plus. Ah. On est assis. On est sédentaire. Voiture, assis. Dans la voiture, au bureau, à la clim, voilà, on ne transpire plus. On est stressé. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure de la gestion du stress. Les réseaux sociaux nous stressent. Les médias nous stressent. La famille nous stresse. Oui. L'inflation nous stresse. Tout ça, c'est du stress. C'est tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a l'émergence des maladies dites non transmissibles qui sont dues justement à ce mode de vie qui est devenu de plus en plus défaillant. Ok. Sincèrement, je pense que c'est comme tu as dit, il faut être de plus en plus informé. De plus en plus changer de mode de vie. Et changer de mode de vie. Ça se fait progressivement. Progressivement. Parce que du jour au lendemain, comme ça, là, c'est pas possible. Même moi-même qui suis médecin,
quand j'ai pris conscience que je devais arrêter de manger des cubes d'assaisonnement, j'ai refusé. Jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Mais bon, je ne vais pas stigmatiser une boîte ici, une société de... Voilà. Mais jusqu'à ce que je comprenne vraiment, il s'est écoulé quand même 1 ou 2 ans. Wow. Voilà. Donc, je me mets à la place de la ménagère qui n'a pas toutes ses connaissances. Mais pour elle, c'est un non-sens. Elle a grandi, sa maman lui a appris à cuisiner avec des cubes d'assaisonnement. Pourquoi tu viens lui dire aujourd'hui pourquoi? Non. C'est difficile, hein, les changements. C'est compliqué. Voilà, moi, je veux te demander particulièrement, en tant que tu es femme dans un environnement, tu es médecin et tu es une femme influente dans le domaine médical, est-ce que tu as les mêmes défis que les hommes? Les mêmes défis? Parce que moi, je pense que pour moi, les femmes médecins sont plus appréciées que les hommes médecins. Oh non, pas forcément. Non? Non, appréciation, non, pas appréciation. Les mêmes défis, je veux dire, en tant que médecin, on a les mêmes défis. Médecin, on a les mêmes défis. Voilà. C'est de trouver la solution au problème du patient. Mais en tant que genre, moi, je pense que la femme elle a ses avantages, mais elle a aussi ses contraintes. Ok. Voilà, avec les fluctuations hormonales qu'elle doit pouvoir gérer, parce que ça l'expose souvent à avoir des émotions un peu vacillantes. D'accord. Alors que tu es dans un milieu où tu dois rester stable, tu dois rester serein pour inspirer la confiance et pour avoir plus de clarté aussi quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec un patient. D'accord. Donc, elle doit pouvoir se gérer elle-même. Yes. Voilà. Mais les avantages, c'est qu'une femme, naturellement, il y a ce côté maternel qui est là. Il y a ce côté humain, il y a ce côté... C'est ça. Voilà. Une femme, c'est naturellement accueillant, souriant, c'est bien. Et quand elle sait utiliser ça dans son métier, c'est vraiment intéressant. Ok. C'est un avantage que les hommes n'ont pas forcément, sauf s'ils travaillent intentionnellement à ça. D'accord. Et je parlais du fait que, bon, là, tu es dans une clinique. Oui. La Guardia. La Guardia, la clinique La Guardia, située à Yopougon, Carrefour CHU. Oh, wow. Donc, tous ceux qui sont à Yopougon, on se donne rendez-vous au Carrefour CHU. À la clinique La Guardia à Yopougon. Donc, depuis combien de temps tu travailles depuis l'ouverture, 2019. La Guardia existe depuis 2019. Donc, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans aujourd'hui. 6 ans. Et consultation générale. Oui, consultation médecine générale, mais je suis aussi médecin coordonnateur. Donc, je m'occupe de la supervision des activités du pôle médical. Et tu fais aussi des croisades, où tu vas dans des croisades, où tu fais des consultations foraines. Des consultations foraines, oui. Beaucoup des croisades organisées par l'Église Vase d'Honneur et Message de vie. Magnifique. Donc, si tu vas en croisade, tu vas rencontrer Dr Béni Dembélé. Quel magnifique. Donc, je vais te poser une série de questions rapides. C'est le défi de l'influence. Où je te pose une question et tu ne réfléchis pas beaucoup, mais tu donnes une réponse. Mais c'est très facile. Ce sera juste quelques 5-6 questions. Alors, si tu devais définir l'influence en un mot, ce serait? Impacter. Transformer. Magnifique. Alors, ton mentor secret, quelle est la personne qui a le plus influencé ta vie sans qu'elle ne le sache même parfois? Quoi, dans le domaine médical? Dans ton domaine d'influence. Dans mon domaine d'influence, c'est mon chef, Dr Claude Roy. Oh, wow. Okay. Oui, en tout cas, s'il regarde cette vidéo, franchement, chef, merci pour ce que vous constituez pour moi. Dr Claude Roy, il m'a pris, quand je suis sortie de la fac de médecine, j'avais soutenu ma thèse en doctorat, il y avait à peine 3 mois. Je cherchais juste un endroit où me faire la main. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré dans une clinique à Biétry. Voilà. Et il m'a pris, il a cru en moi, qui ne connaissait pas grand-chose. Il m'a formée comme une pépinière. Il m'a gardée auprès de lui. Et si je suis celle que je suis aujourd'hui dans ce milieu, c'est grâce à lui. Wow. Il a une personnalité affable. Il est tellement aimable, bienveillant. Docteur Roy, c'est vraiment... Que Dieu bénisse Docteur Roy. Et aujourd'hui, il me soutient dans ma position de médecin, mais avec tout ce que je prône comme idéal en médecine. Il me soutient. Il me soutient, il me pousse. Il m'a ouvert la voie. Wow, excellent. Donc, vraiment, Docteur Roy, merci. Merci beaucoup, Docteur Roy. Alors, une citation ou un verset, n'importe quoi qui te booste, une phrase qui t'inspire au quotidien. C'est une phrase que j'ai rédigée. Tout ce que vous investirez pour ou contre votre santé vous gratifiera ou vous condamnera plus tard. Wow. À vous de choisir. Le choix, c'est maintenant. Le choix, c'est maintenant. Le choix, c'est maintenant. OK. Alors, tu as
une foule devant toi, peut-être 5 000, 100 000 personnes, et tu as quelques secondes, 30, une minute à leur dire quelque chose pour être une influence pour leur vie, qu'est-ce que tu vas leur dire? Des jeunes gens, hein. D'accord. Comme c'est des jeunes, je vais me mettre un peu à leur place. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais... Je suis toujours jeune, hein, mais je veux dire, quand j'étais encore plus jeune. Voilà. Il faut chercher à vous connaître vous-même, à connaître ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, déterminer ce que vous voulez être. Tous les jeunes qui me suivent aujourd'hui, les étudiants, et particulièrement les étudiants en médecine, mais même ce conseil aussi sera valable pour les étudiants, quelle que soit la filière, c'est de chercher très tôt dans vos études à déterminer quel type de, bon, si c'est de médecin, donc quel type de médecin vous voulez être, ou bien quel type, en fonction du métier que vous idéalisez, enfin, le métier que vous voulez faire, déterminer comment vous voulez pratiquer ce métier-là spécifiquement. C'est important. Il faut faire le travail de savoir ce que j'aime, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne pouvez pas supporter du tout. Qu'est-ce que vous voulez changer dans la vie des gens au travers de ce métier? Voilà, ne courez pas après l'argent rapide dès le début. L'argent, ça vient quand on répond aux besoins de quelqu'un. Ça suit. L'argent, ça suit toujours. Voilà, mais il faudrait d'abord chercher à quel type de besoin vous voulez répondre. Je prends l'exemple de la médecine puisque c'est ce que je fais. Est-ce que vous voulez juste être quelqu'un qui prescrit, enfin qui reçoit des personnes qui prescrit juste un traitement et puis voilà, ou bien est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est aimable, qui est patient, qui donne aux gens la possibilité de s'ouvrir, qui développe une relation avec ses patients. Déterminez, ayez dans la tête la vision du type de médecin ou bien du type de professionnel que vous voulez être. Et poursuivez cette vision-là, formez-vous dans ce sens, allez au-delà de ce qui est appris à la fac ou de façon académique, cherchez, essayez de répondre à la vision que vous aurez déterminée. Mais c'est important de faire ce travail au début de ces études. Et ça va vous orienter pour toute la suite. Apprendre à se connaître, à connaître quelle est sa vision et exactement quel est l'objectif de sa vie. Quel est son appel, ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, Dr Béni, d'être venu. Vraiment, c'était magnifique, n'est-ce pas? Donc, tu pourras revenir. Oh, sans souci. Excellent. Donc, on va reprendre vraiment ce qu'elle a dit à la fin, mais aussi même au début, elle a dit, tu dois juste apprendre à te connaître. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta vision? La porte dans laquelle tu es, quelle que soit la porte, elle est dans le porte de la santé, est une porte où Dieu veut t'utiliser pour pouvoir bâtir et transformer des gens. Donc, toi aussi, tu as une porte, quelle que soit la porte, si c'est la santé, mets-toi à ta porte, demande-toi qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, quelles sont les valeurs que tu dois porter. Et comme elle a les valeurs, elle veut que l'homme soit sauvé. L'âme, et comme son âme et son corps, soient restaurés. Et pour cela, il y a des procédés qu'elle a mis en place et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc toi aussi, tu as un secret que tu vas développer dans ton domaine, mais il faut que tu saches déjà quelle est la vision que tu as par rapport à ce domaine-là. Que Dieu te bénisse. Restons ensemble, mais surtout, devenons des influents.